Bonjour à tous et merci beaucoup d'être aussi nombreux ce matin pour assister à notre webinaire, webinaire de la série Septéo Solutions Avocat, qui va traiter au sujet de 3 étapes clés pour créer et développer son cabinet. Alors j'ai la chance et l'immense honneur d'avoir à mes côtés Jessica Lacombe, qui est avocat dans le cabinet Lacombe, et maître Jonathan Carr, avocat du cabinet Synchrone Avocat. Je vais vous laisser vous présenter rapidement tous les deux. Pour moi-même, je suis Béatrice Piquer, directrice marketing du groupe Septéo. Du coup, honneur aux dames, Jessica. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Jessica Lacombe, je suis avocat au barreau de Bordeaux. Je me suis lancée dans l'aventure individuelle en avril dernier et je suis notamment auteure d'un guide de survie pour les jeunes avocats qui reprend l'ensemble des démarches à réaliser, qu'on soit collaborateur ou qu'on souhaite s'installer à son compte. Merci Jessica. Et du coup, Jonathan. Merci Béatrice, bonjour à tous. Donc Jonathan Carl, je suis avocat au barreau de Strasbourg, avocat depuis 2 ans, et j'ai créé donc mon cabinet avec mon associé Julien Commissionne il y a de ça maintenant 6 mois, c'était en septembre. Je n'ai pas fait de belles revues comme Jessica, mais je serais content de vous expliquer tout le processus de création de mon cabinet. Voilà, exactement. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est d'échanger avec vous tous pendant 45 minutes, 1 heure, sur justement le retour d'expérience que Maître Lacombe et Maître Carl peuvent vous apporter quant à la création de votre propre cabinet. Donc, on a identifié 3 thématiques majoritaires. Donc, la première thématique, c'est anticiper. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte avant la création de son cabinet. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a créé ce cabinet, c'est quelles sont les bonnes pratiques ou quels sont les conseils que Maître Lacombe et Maître Carl pourraient vous donner pour développer et structurer votre cabinet. Et enfin, la dernière thématique, c'est la communication. On sait qu'on vit dans un monde de communication et que communiquer, c'est essentiel. Et donc, ce serait intéressant d'avoir le retour de Maître Lacombe et de Maître Carl sur le poids de la communication quand on crée ou quand on développe son cabinet. Voilà, après, à l'issue de ce webinaire, du coup, on prendra les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre panneau de configuration, normalement, qui s'affiche sur votre droite, pour poser l'ensemble des questions que vous pourriez avoir pendant ce webinaire. Et c'est avec grand plaisir que l'on y répondra à l'issue de ce webinaire. Alors, du coup, petite introduction quand même. Ce qui peut intéresser les gens autour de cette table aujourd'hui, c'est il existe plusieurs raisons quand même pour lesquelles on peut avoir envie de créer son propre cabinet. Donc, il y a des raisons d'indépendance professionnelle, il y a des raisons de contrôle sur sa propre pratique, d'opportunités de croissance, de flexibilité entre vie professionnelle, vie personnelle, et puis la volonté peut-être de créer sa propre entité ou sa propre entreprise avec sa propre marque, de répondre peut-être à des besoins spécifiques qui n'ont pas été forcément développés par ailleurs, et puis enfin peut-être un sujet de profitabilité et de gain. Donc, ce serait intéressant déjà de commencer par cette première question, peut-être, Maître Lacombe et Maître Carl. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre cabinet et dans quel contexte l'avez-vous fait? Alors, pour ma part, j'ai souhaité créer mon cabinet parce que j'ai eu une collaboration express, quelques mois seulement de collaboration, juste après la sortie de l'école, où je m'étais déjà interrogée sur la volonté éventuellement de m'installer directement après l'école. Après, j'avais des freins habituels qui sont ceux d'ailleurs normaux de tout à chacun, de savoir est-ce que j'ai la possibilité, est-ce que j'ai la capacité financière, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que également je manquerai pas de formation, l'ensemble des questions en fait qui peuvent déjà se poser à ce moment-là. Et en fait, ça a été plutôt une évidence dans le sens où je pense que certains sont faits pour la collaboration, d'autres moins. Moi, dans mon cas, en tout cas, il y avait un vrai esprit d'indépendance très très fort et je ne me retrouvais pas dans la collaboration, quand bien même elle aurait pu être parfaite et exceptionnelle. J'avais vraiment besoin, en tout cas, de m'installer et j'ai sauté le pas. Et Voilà. vous êtes passé par le mode collaborateur avant de passer à la création de votre Quelques cabinet, mois, Jessica? Quelques mois, euh, d'accord, ok, très bien. uniquement quelques mois, mais par contre, j'avais pensé à l'installation plusieurs mois auparavant, dès l'étape élève avocat, j'avais déjà projeté une possible installation. D'accord, super. Maître Carl, comment êtes-vous venu à la création de ce cabinet, du coup?
Pour ma part, également quelques mois quand même de collaboration, 1 an et demi de collaboration. Alors pour ma part, je n'y ai pas pensé dès l'école, mais les circonstances de la collaboration ont fait que voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Et je partageais mon bureau avec mon associé actuel, et nous en sommes arrivés à nous rendre compte que les valeurs du cabinet dans lequel nous étions ne correspondaient pas à notre vision du métier d'avocat, à notre vision de la relation client. Et bah, finalement, les circonstances font que des fois, voilà, il faut sauter le pas. On avait envisagé de le faire, mais peut-être pas aussi rapidement. Et aucun regret actuellement d'avoir sauté le pas, puisque notre cabinet, il nous ressemble et il fonctionne à la manière dont on a envie qu'il fonctionne, avec les valeurs que l'on veut défendre et les clients que l'on veut avoir. Donc, aucun regret. Parfait. Du coup, juste avant qu'on commence les échanges plus précisément, un petit quiz pour les gens qui participent à ce webinaire pour savoir un petit peu où en sont les avocats qui nous écoutent en termes de maturité de création de cabinet. Donc, petite question, et vous, où est-ce que vous en êtes en fait? Comment vous anticipez en fait la création de votre cabinet? Donc, est-ce que vous êtes lancé après avoir prêté serment? Donc, ça a été une évidence, c'était quelque chose que vous aviez déjà anticipé, préparé. Est-ce que vous êtes d'abord passé par le mode collaboration avant de vous lancer, ou enfin, pour l'instant, vous êtes collaborateur et c'est quelque chose qui vous taraude, mais vous n'avez pas encore franchi le pas? Voilà, donc on va vous laisser une petite minute. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est juste chacun qui voit, entre guillemets, en fonction de ses ambitions personnelles et professionnelles, de comment il envisage voilà, son métier d'avocat. Donc, ce serait intéressant. On sait que créer son cabinet, quand même, ça nécessite de prendre en compte un certain nombre de choses, notamment des nouveaux défis, hein, parce que vous êtes responsable de votre propre entreprise. Hein, donc, il y a des notions de gestion financière. Il y a une notion de recrutement de collaborateurs, il y a une gestion du personnel à mettre en place, il y a une conformité réglementaire. Enfin voilà, vous devenez du coup de collaborateur à créateur d'entreprise. Et du coup, Maître Lacombe, Maître Carl, quels seraient pour vous les premiers conseils que vous pourriez donner en amont de la création d'un cabinet sur les choses essentielles à anticiper avant de créer son propre cabinet? Peut-être qu'on va Tu veux y aller, juste Jessica, ou partager les pas? résultats d'abord, si on peut partager les résultats. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de répondre. Voilà. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité qui est passée par la collaboration avant, ce qui permet, je pense, de minimiser les risques et probablement, on y reviendra tout à l'heure, mais ça demande peut-être une certaine maturité personnelle aussi de se lancer. Il y en a que 7% qui se sont lancés tout de suite après avoir prêté serment, donc c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui peut freiner un avocat à la création de son cabinet tout de suite à l'issue de son serment. Et puis, il y a quand même une grosse majorité aussi qui se pose la question, donc qui est encore collaborateur, mais qui se dit pourquoi pas un jour. Du coup, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces avocats qui se créent ou qui projettent de se créer? Alors déjà, au niveau des résultats et de ce sondage, 7% qui se sont lancés tout de suite, c'est déjà un bon résultat, je trouve, dans le sens où c'est quand même extrêmement rare, comme je l'indiquais précédemment. C'est vrai que le passage de la collaboration, normalement, c'est un peu un, un obligatoire, un préalable. Et je pense que dans de nombreuses situations, c'est particulièrement opportun, sauf si sauf si la collaboration se passe mal. Donc là, en effet, ça peut être beaucoup plus problématique. Pour ma part, et je peux comprendre aussi qu'il n'y ait que 7%, c'est qu'on n'est pas assez formé à l'école pour savoir exactement comment pouvoir s'installer si on veut s'installer. Parce qu'il faut aussi que ça soit une volonté. Comme je le disais, tout le monde n'a pas forcément envie de s'installer dans un premier temps et peut parfaitement apprécier le statut qui est celui du collaborateur ou vouloir, par exemple, une association qui va se préparer sur de nombreuses années. Donc, il faut anticiper les besoins. Et pour anticiper les besoins, il faut véritablement se projeter comme un chef d'entreprise. Et c'est une expérience que j'avais déjà au préalable, étant donné que je suis en reconversion professionnelle et que j'avais déjà 2 expériences entrepreneuriales auparavant. C'est ce qui a aussi pu me permettre de me conforter à l'idée que j'avais envie de m'installer et que j'avais peut-être les compétences, du moins en termes de gestion de cabinet, même si je n'avais pas forcément
tous les acquis d'un bon professionnel, d'un bon avocat, éventuellement en termes de formation. Comment réfléchir? Déjà, il faut réfléchir sur les démarches. Donc, pour ceux qui voudraient approfondir cette question, je vous renvoie notamment au guide que j'ai créé, qui est un guide gratuit que vous pouvez télécharger, qui reprendra en tout cas l'ensemble des démarches obligatoires, qu'on soit collaborateur ou qu'on soit avocat individuel. Il y a des démarches qui sont au niveau de l'URSSAF, il y a des démarches qui sont au niveau du CFE, il y a des démarches qui sont également ordinales. Les démarches ordinales sont extrêmement importantes, bien entendu. Et plus précisément, sur un point de vue entrepreneurial, il faut vous demander quelles sont mes recettes actuelles, quelles sont les recettes que je projette également, et quelles sont mes charges. Voilà, il faut vraiment pouvoir faire un état des lieux de quelles sont mes charges incompressibles, un loyer, quel serait le loyer par rapport à la ville où je pratique, parce que bien entendu, un loyer à Paris n'est pas la même chose qu'un loyer à Bordeaux, à Strasbourg ou à Montluçon. Vous avez aussi à vous projeter sur d'autres charges auxquelles vous ne pensez pas forcément. Donc, par exemple, la clé RPVA, c'est une charge. Vous allez avoir éventuellement la question du site, qui est extrêmement importante, à mon sens. On en reparlera sur la partie, à mon avis, communiquée, mais ce sont des charges à intégrer. Vous allez avoir des charges un peu cachées, tout ce qui va être papeterie auquel vous ne pensez pas dans un premier temps. Voilà, il faut vraiment faire un état des lieux éventuellement des crédits professionnels que vous avez pu contracter, des crédits personnels, et aussi savoir que le personnel est aussi important, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin aussi en outre du professionnel pour vivre tous les mois. Une fois que vous avez regardé ces charges incompressibles, vous savez quelles sont les recettes minimum que votre entreprise doit dégager tous les mois pour pouvoir éventuellement avoir un bénéfice. Il faut également… Vous avez fait un business plan, c'est ça? Exactement. J'explique en effet le business plan. Souvent, on en parle, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et la dernière étape qui est importante dans l'anticipation, c'est de savoir qui est votre cible. Donc, ce qu'on appelle en marketing le persona. Vous pouvez avoir plusieurs cibles différentes. Vous allez y répondre de manière différente également, mais de savoir véritablement qui vous voulez aller chercher, quel est votre client idéal ou vos clients idéaux, et de savoir comment est-ce que vous allez aussi leur proposer une facturation. La partie facturation est une partie aussi importante que je pense on développera dans le second point, mais ça fait partie aussi de l'anticipation, c'est de savoir comment est-ce que mon entreprise va pouvoir survivre au quotidien et puis se développer. Je te laisse la parole, cher confrère. Merci Jessica, c'est très bien résumé et je vais pas revenir là-dessus. Effectivement, le maître mot lors de la création, alors pour notre part, c'était une société. Tu exerces en société, Jessica, ou je me souviens plus? Entreprise individuelle. Non, entreprise individuelle. Pour notre part, on a créé une CELARL et l'anticipation, on a réfléchi au projet 6 à 8 mois avant même la démission. Donc c'est le business plan et je suis parfaitement d'accord. Et je rajouterais même à ce que tu as dit, Jessica, il faut intégrer les budgets aussi nécessaires au développement de son réseau. C'est-à-dire que les repas avec des potentiels clients, les repas avec les apporteurs d'affaires, tout ça, c'est un budget aussi à intégrer. Et on se rend pas compte, mais ça peut chiffrer vite. On n'est pas invité tout le temps, malheureusement. Et donc, c'est des choses aussi à rentrer en ligne de compte. Dans le cadre de la création du cabinet, nous, plus personnellement, avec la CELARL qu'on a créée, c'était même quel nom donner au cabinet, qu'est-ce qu'on veut transmettre avec le nom qu'on va donner au cabinet, qu'est-ce que ce nom va transmettre au client, quelle est la couleur des choses, pourquoi cette couleur-là, qu'est-ce que la couleur va transmettre au client aussi, sous quelle forme on va exercer, comment on s'organise au quotidien. Ça fait partie des charges quotidiennes que Jessica vous a citées tout à l'heure. C'est vrai que quand on commence à lister et on fait le business plan, on se rend compte qu'il y a énormément de charges qui viennent tout le temps et mensuellement. La communication, c'est un point important qu'il faut pas négliger et je pense sincèrement qu'il faut pas non plus négliger au départ en se disant on va réduire au maximum le budget pour que les charges soient les plus faibles pour pouvoir avancer. Je pense qu'au début, et c'est un pari sur l'avenir, il vaut mieux investir dans des logiciels. Alors voilà, notamment Cécile. Bon, nous, on a pris Cécile dès le départ parce que c'est
peut-être en investissement, mais c'est un gain de temps, de productivité énorme. Et vous allez voir que quand vous allez être tout seul, le temps, c'est de l'argent et le temps, ça se compte. Donc, quand vous faites en dehors de votre activité d'avocat, puisque vous devenez chef d'entreprise, et ça, il faut pas l'oublier, on est avocat, bien évidemment, on met la robe tous les jours, ou pas tous les jours, mais il y a quand même une grosse partie de votre semaine où c'est de la gestion d'entreprise, de la gestion classique, l'administratif, de la gestion de site internet, de la communication, on en discutera après. Et ça prend un temps énorme. On a un peu commencé, nous, d'ailleurs, à regarder en comptabilisant le temps qu'on prend chaque semaine pour faire de l'administratif. Et en termes de taux horaire, ça chiffre pas mal. Donc, ça fait presque peur de se dire, tiens, la perte de chiffre d'affaires, ça représente ça. Donc, il vaut mieux des fois investir en se disant, ça nous coûte peut-être un petit peu quelque chose au début et le prévoir dans le budget parce qu'on sait que sur 6 mois, 1 an, ben, on aura un retour direct. Donc voilà, les démarches à l'ordre, tu l'as expliqué aussi, Jessica. Alors nous, pour ma part et pour être tout transparent, on a pris les services d'un confrère qui fait que des professions libérales et ça nous a épargné toutes les démarches administratives parce que il y a les démarches dont Jessica a parlé, mais alors quand vous créez une CELARL, c'est encore plus compliqué. Donc, pour gagner du temps, on est passé par un confrère qui a tout géré avec l'ordre, toutes les administrations, c'est très bien. Mais oui, anticiper, c'est le maître mot et réfléchir à votre business plan et à votre stratégie et vers qui vous voulez aller vraiment. Est-ce que vous voulez faire d'ici même le moyen terme, c'est-à-dire votre cabinet, que ce soit en société ou à titre individuel, vers où vous voulez aller, regardez le point final pour dire, OK, on va commencer et on va tendre vers là. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent les créateurs de cabinets veulent réduire un maximum les charges, justement par peur de pas avoir suffisamment de revenus au début. C'est intéressant ce que vous dites sur ne pas avoir peur de s'équiper pour vraiment garder du temps pour ce qui va être rémunérateur, c'est-à-dire votre métier d'avocat. Et c'est vrai que souvent, on a plutôt la démarche inverse de dire bon, non, mais je vais commencer ma facturation sur Excel ou je vais pas m'équiper d'un outil parce que bon, pour l'instant, j'ai pas trop de clients, donc je devrais pouvoir le gérer tout seul. Mais en fait, le temps que vous passez à le gérer tout seul, bah, c'est du temps que vous ne consacrez pas à plaider ou à faire votre métier, quoi. Voilà, tout à fait. Jessica, vous voulez voilà. dire quelque chose? Pardon, Karl. Oui, je voudrais revenir très rapidement dessus parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, la trésorerie et le logiciel. D'abord, moi, c'est un conseil que je pourrais donner par rapport à l'anticipation, c'est aussi anticiper une trésorerie. À minima, je pense qu'il faut réfléchir à 6 mois de trésorerie minimum. Il y a des confrères qui s'installent avec très peu, sans penser à une trésorerie, mais je pense que c'est rassurant de se dire qu'au moins pour les 6 prochains mois, quel que soit mon chiffre d'affaires, même s'il est nul, je peux au moins payer toutes mes charges incompressibles. Voilà, ça c'est vraiment un conseil en tout cas que je donne. Et concernant le logiciel, s'il y avait quelque chose à refaire, je pense que j'aurais pris un logiciel vraiment dès le début et même dès le début après la prestation de serment à partir du moment où j'avais déjà l'intention de développer une clientèle personnelle. Si vous n'avez pas l'intention de la développer dans l'immédiat, ce conseil ne s'applique pas forcément. Mais le temps que vous allez gagner avec vos clients personnel, même en collaboration, à intégrer dans votre logiciel, quel qu'il soit, va vous permettre de gagner du temps. Parce que par la suite, vous vous dites, par exemple, comme c'était mon cas, même après seulement quelques mois, donc en l'occurrence, c'était 4 mois, 4 mois où j'ai pas intégré mes clients perso dans le logiciel, c'est un retard qu'aujourd'hui, plus d'1 an après, je n'ai toujours pas rattrapé. Voilà, parce que vous avez appris le rythme qui est beaucoup plus important entre la collaboration et l'installation. L'installation, il y a un rythme beaucoup plus soutenu de choses à faire et de tâches à penser. Et ces tâches, finalement, elles sont délayées, mais on a un logiciel qui n'est pas 100% opérationnel et c'est bien dommage. Alors que si on l'avait fait dès le début, au fur et à mesure, on n'aurait pas cette perte de temps et on serait à 100% de l'optimisation. Voilà les points que je voulais rajouter. Donc, c'est intéressant, en fait, ce que vous dites, c'est travailler son business plan. Donc, c'est anticiper les charges, les dépenses et éventuellement projeter les rentrées d'argent sur des choses que peut-être vous avez de fiables. Et puis après, essayer de dire de combien de clients j'aurais besoin peut-être par mois ou par an pour stabiliser mon activité, pour avoir un revenu minimum qui va couvrir l'ensemble de vos charges. Tout ce qui est gestion de trésorerie, donc ce que vous dites, c'est qu'il faut au minimum 6 mois de trésorerie.
Enfin, en tout cas, c'est rassurant de se dire qu'on peut avoir 6 mois de trésorerie pour combler les charges incompressibles. Il y a la partie collaborateur. Comment vous gérez? Est-ce que vous gérez tout seul au départ, ou est-ce que vous allez externaliser des briques de gestion de l'accueil, de gestion du secrétariat? Comment vous avez géré les choses, Jessica et Jonathan? Alors, Vas-y, ouais, pas de problème. J'ai pas rebondi sur ce que tu as dit, Jessica, parce que je partage totalement sur la trésorerie et il n'y a aucune difficulté. Sur la gestion externe, alors pour l'instant, nous, on est dans une communauté de bureau, donc on partage les frais. C'est vrai que ça aide pas mal parce que les frais de papeterie et tout au quotidien sont juste énormes, donc ça permet aussi de réduire les coûts. Et donc la gestion actuelle, bon, nous on est deux, donc c'est différent, on peut partager l'administratif, mais il n'y a pas encore de collaborateurs, il n'y a pas encore d'assistantes. C'est d'ailleurs des projets, on a fait même une prévision sur notre développement d'ici les 3-4 prochaines années. On sait à quel moment on pourra se dire, parce qu'il faut budgétiser aussi, hein, c'est de l'anticipation même après, hein, quand on est installé, se dire si on prend un collaborateur, c'est-à-dire qu'on aura une charge de travail supplémentaire, mais il faudra le prévoir pour le payer. Est-ce qu'on se paye plus ou est-ce qu'on paye un collaborateur pour développer? C'est le point peut-être qu'on développera tout à l'heure après, mais pour l'instant tout seul et on s'en sort, on fait plus d'horaires, c'est tout. Mais D'accord, ok. voilà. Et vous, Jessica, c'est pareil? tout à fait, on fait plus d'horaires, c'est pour ça qu'il y a une charge plus importante entre les deux statuts. C'est aussi la question, on se pose toujours la question de savoir est-ce que je vais prendre en premier lieu un secrétariat ou est-ce que je vais prendre en premier lieu un collaborateur. Pour la question de la collaboration, à mon stade en tout cas, je parle vraiment d'une expérience personnelle, je me considère déjà bien trop jeune, je ne peux pas prendre un collaborateur et je n'aurai rien véritablement à pouvoir lui apporter comme plus-value, n'ayant pas assez d'expérience et de recul nécessaire pour pouvoir participer à sa formation, chose, comme je disais en introduction, qui est extrêmement importante aussi, la collaboration dans le sens de la formation. Mais du coup, j'ai parfaitement réfléchi à la question d'un secrétariat soit directement dans les locaux, soit externalisé. Je pense que dans un premier temps, en tout cas, pour aussi question du fait de se rassurer, les solutions de secrétariat externalisé sont particulièrement opportunes parce que ça permet de savoir est-ce que j'en ai besoin ou pas et des manières dont on peut en avoir besoin. Ça dépend aussi vraiment d'une situation contextuelle. Est-ce que je suis par exemple en association, comme c'est ton cas, Jonathan, et donc est-ce que je peux partager les coûts de secrétariat, parce que ce sont des coûts importants si on a quelqu'un en physique. Est-ce que j'ai la matérialité au niveau de vraiment de la logistique dans le cabinet de pouvoir avoir un secrétariat ou pas? Voilà, ça c'est des questions qui sont extrêmement personnelles, mais en tout cas pour ceux qui ont un petits cabinets qui n'ont pas la possibilité matériellement d'accueillir un secrétariat physique, il y a des solutions qui fonctionnent très bien, soit avec des forfaits, soit à l'appel. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui permettent de gagner du temps et donc le temps de réponse aux mails, d'ouverture de dossier ou de répondre au téléphone, c'est du temps qu'on pourra appliquer ailleurs. Super, du coup, moi, c'est juste pour résumer en fait cette première partie sur la notion d'anticipation. Donc, on a bien creusé la notion budget, business plan, trésorerie, donc la partie financière. Il y a la partie que vous n'avez pas tout à fait évoquée, mais rapidement, c'est où je me positionne, en fait, à quel endroit je m'installe. Donc, quel endroit, quel bureau je prends. Quelle organisation je mets en place, quels outils je vais utiliser. Et puis après, effectivement, vous en avez parlé, Jessica, c'est quelle typologie de clients, en fait. C'est vrai que peut-être quand on crée son cabinet, on va vouloir avoir envie de prendre le tout venant, et ça, on en avait parlé en préparation. Ce que vous recommandez, c'est effectivement de faire très attention dès le départ à la typologie de clients que vous allez cibler. Ce serait peut-être bien si vous pouviez expliquer aux gens qui participent à ce webinaire pourquoi en fait ce retour d'expérience, vous pouvez le faire maintenant. Je vais y aller, Jessica. Allez, donc sur la typologie de clients, on est assez d'accord avec Jonathan. Au départ, vu qu'on vient de se créer et vu qu'on ne sait pas encore si le cabinet va pouvoir tourner comme on l'espère, parce qu'il reste toujours des angoisses, hein, je pense qu'elles sont inhérentes au fait que nous soyons humains.
on va se dire, bon, mais voilà, j'ai un dossier qui n'est pas dans ma thématique. En l'occurrence, moi, je pratique le droit de la famille et le droit pénal. Je vais avoir une question de bail, une question de contrat, n'importe quel autre type de question. Et je vais me dire, bon, mais je vais la traiter quand même parce que je reste avocat et que j'ai les capacités pour le faire. Et je pense que c'est, alors, en tout début, peut-être pas, mais à terme, de toute façon, ça devient je pense, une erreur, à part si on veut parfaitement être généraliste, et ça se conçoit tout à fait aussi. Mais en tout cas, c'est extrêmement chronophage de prendre un peu le tout venant. Et il faut voir si on a vraiment les capacités par rapport à notre domaine de prédilection, si je puis dire. Voilà, au niveau du pénal, on sait que on peut attendre des heures et des heures en audience, qu'on peut voilà, avoir beaucoup de déplacements et donc peu de temps éventuellement pour conclure sur des dossiers qui nécessitent des recherches particulièrement avancées et finalement on va se restreindre. Voilà pour ma part. Jonathan? Je partage totalement ce que tu as dit, Jessica. On en a parlé déjà hier lors de la préparation. Je pense qu'au début, voilà, il faut un moment, c'est le nerf de la guerre, hein, rentrer de l'argent pour pouvoir subvenir à nos charges. Oui, on prend sans doute le tout venant. Et il faut pouvoir se dire aussi à un moment, et c'est assez compliqué d'ailleurs, de se dire, tiens, je vais plus cibler les clients qui m'intéressent et donc dire non. Et au début, dire non, c'est à chaque fois se dire, bah, finalement, c'est une rentrée d'argent en moins. C'est pas juste de la gestion d'entreprise, hein. Et donc déterminer et cibler ses clients. Alors pour notre part, dans mon cabinet, alors moi je fais aussi le droit pénal des affaires, droit des sociétés, droit des affaires. C'est pas les mêmes clients que on peut trouver plus facilement en droit pénal classique. Et donc il y a des démarches à faire, il y a du réseautage, mais on en parlera après. Ce qui est vachement important, et c'est ce que je conseille, et je ne sais pas si ça marche chez toi, Jessica, mais dans notre barreau, il y a beaucoup d'entraide entre les confrères. Alors, on ne le dit pas souvent, mais il vaut mieux savoir dire aussi non des fois à un client en disant, moi, je connais un confrère qui travaille, l'exemple du bail que tu as cité tout à l'heure, Jessica, ou l'exemple du droit du travail que je ne maîtrise pas du tout. Je préfère dire à un client, allez voir tel et tel confrère, et je sais très bien que le confrère fera l'inverse pour un dossier en droit pénal des affaires ou en droit des affaires. Et donc, en fait, se créer aussi un cercle de confrères de votre promotion ou des confrères plus âgés que vous avez rencontrés dans des dossiers, c'est des apporteurs d'affaires énormes. Je ne veux pas dire que c'est 50% de notre apport de clientèle, mais pas loin. Et le client, à partir du moment où vous lui dites, moi, j'ai confiance en un confrère, il se dit, j'ai confiance en vous, j'ai forcément confiance en l'autre confrère, et ça marche dans l'autre sens, et vous avez forcément le retour. C'est un gain de temps énorme et ça montre aussi que vous savez maîtriser parfaitement le domaine dans lequel vous intervenez et reconnaître que vous n'êtes pas compétent, c'est aussi quelque chose de positif, je pense, et ça crée la confiance avec le client. Donc, ne lésinez pas sur ça. Alors, je pense que ça marche plus dans les petits barreaux que dans les gros barreaux. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent viennent de petits barreaux ou pas. Mais nous, à Strasbourg, on est 1200 et ça fonctionne très bien. On a une dizaine de confrères avec qui on travaille, propriété intellectuelle, droit du travail, droit de la famille, ce genre de choses. Et je ne veux pas dire que toutes les semaines, on a des appels de ces confrères pour des échanges de dossiers, mais ça marche très bien et c'est une source de qualité, je trouve, pour le client. Très bien. Du coup, la clé du succès pour créer son cabinet, c'est réfléchir 1 an à l'avance, comme ce que vous disiez en préparation, minimum 1 an à l'avance pour vraiment penser à tous les éléments à ne pas manquer. Quand on veut se développer, du coup, voilà, le cabinet est lancé, donc on a son petit rythme de croisière avec des clients qui rentrent. Comment on structure, comment on développe, comment on accompagne la croissance de son cabinet? Alors, il faut déjà Vas-y, Jessica. Il faut déjà réfléchir à son domaine d'activité parce que ce n'est pas du tout la même chose pour, par exemple, un avocat en droit pénal qu'un avocat en droit des affaires, en droit du travail et j'en passe. Il y a une différence entre le contentieux et le conseil, donc on ne pourra pas donner de baguette magique à appliquer. Mais en tout cas, la question du développement, déjà, j'aimerais vous indiquer que ça passe par la facturation. Moi, je vois beaucoup de difficultés au niveau de certains confrères, notamment des confrères qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais par exemple qui n'ont jamais changé leur taux horaire, et ce depuis peut-être même 10 ans ou 15 ans, ou même pendant 3 ou 4 ans. Il faut penser aussi que ça a un lien, votre taux horaire ou votre forfait a un lien avec votre entreprise. C'est pas uniquement de se comparer au niveau du marché en se disant
je suis dans telle ville et il est pratiqué de manière habituelle, par exemple 150 € hors taxe de l'heure ou 200 € hors taxe de l'heure, je ne sais pas, je donne des tarifs un peu au hasard comme ça. Il faut vraiment se demander, est-ce que ce taux horaire ou le forfait que je propose va véritablement convenir avec mon entreprise et avec ses charges. Voilà, ça déjà c'est un vrai premier point pour pouvoir se développer parce que c'est en ayant le prix juste que vous demandez pour votre travail que vous pourrez après avoir un résultat, un bénéfice pour votre entreprise et puis après penser à pouvoir se développer dans quelque forme que ce soit. Ensuite, il faut savoir également, comme je vous disais, quand on anticipe son client, on peut aussi anticiper après les lieux où on va aller les chercher et donc savoir où est-ce qu'on va développer son activité pour acquérir, en fait, faire ce qu'on appelle de l'acquisition client. Donc, je prends l'exemple du droit pénal. Vous pouvez très bien avoir le bouche à oreille qui va fonctionner, ce que j'appelle en extérieur. Donc, des personnes que vous avez défendues qui vont dire à tel ou tel ami, tiens, je connais un avocat pénaliste, il est bon, prends-le. Il y a aussi, par exemple, Radio Prison, on le connaît très bien, qui fonctionne aussi parfaitement pour vous faire de l'acquisition client. Et en dehors de ça, vous avez dans la plupart des barreaux des permanences pénales qui vous permettent également d'avoir une rentrée de clients au fur et à mesure, avec différentes typologies aussi de clients en termes de facturation, à l'aide juridictionnelle ou pas à l'aide juridictionnelle. Et bien sûr, ça va se réfléchir à savoir quand est-ce que je vais être payé sur ces dossiers pour pouvoir l'anticiper en sachant que si je fais aujourd'hui une permanence pénale, par exemple, pour une garde à vue, je sais que je serai payé par rapport au traitement de cette AFM. Enfin, tout le monde le sait, pour ceux qui font du droit pénal par rapport à ce CERFA garde à vue plus précisément, mais de l'AFM de manière plus générale, je sais que je serai payé dans un mois. Par contre, si j'ai une AFM, par exemple, de tribunal correctionnel, déjà, le temps de l'obtenir, il va falloir attendre 4-6 mois, puis le temps d'être payé, peut-être encore quelques mois de plus. Et donc, je peux me dire que potentiellement, j'aurai cette rentrée d'argent plutôt à N+1 an que N+1 mois. Et ça va s'anticiper. Sur la typologie de clients, si vous avez des sociétés ou des particuliers, vous savez que les sociétés peut-être ont plus de facilité à payer vos honoraires, on va dire rubis sur longue, et que les clients particuliers peut-être potentiellement vont vous demander des échéanciers de paiement, des paiements fracturés. Ça aussi, ça s'anticipe dans le développement. Merci Jessica. Jonathan? Oui, alors, petite anecdote à Strasbourg, c'est 4 mois pour être payé de la garde à vue. Donc, comme quoi, ça dépend aussi de chaque barreau. Hein. Alors, je vais rebondir sur la facturation qu'a dit Jessica et je vais aborder un autre point pour optimiser le développement aussi. La facturation, déjà, c'est quelque chose que, alors pour ma part, j'ai pas appris à l'école. Expliquer la facturation au client, et c'était un avantage d'ailleurs de la collaboration. J'ai appris à annoncer les honoraires. Maintenant, ça va beaucoup mieux et il n'y a pas de difficulté, mais c'est un exercice d'annoncer et de dire clair, de se vendre en fait, de dire voilà le travail qu'on va fournir c'est ça. Il y a bien souvent des particuliers, d'ailleurs plus souvent des particuliers que d'entreprises parce qu'on a de plus en plus d'entreprises nous. Les particuliers ont du mal à comprendre. Hein. Ils vont chez le médecin, il n'y a pas de problème. Par contre, aller chez l'avocat, c'est toujours compliqué de payer les honoraires. C'est vrai que les entreprises, je n'ai aucune difficulté. Et encore hier, j'ai mis une facture à 10 heures. À midi, j'avais un virement instantané qui a été fait. Donc, c'est tellement plus réactif que voilà, c'est les clients qui font ça. Mais oui, la facturation, c'est un travail et surtout réfléchir au taux horaire. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais que ça soit du forfait ou du taux horaire, voilà, au fil du temps, vous allez aussi voir est-ce que vous êtes plus rentable sur certains dossiers. Vous savez que au forfait, ben, il vaut mieux faire au forfait parce que c'est automatique ou ça nécessite des recherches et c'est auto-horaire. L'autre point que je voulais aborder pour le développement, moi à mon sens, c'est quand vous avez un peu de temps, parce qu'au début, effectivement, on dit qu'on croule sous le boulot, mais on n'a pas non plus tout le temps des dossiers. Mettre à profit ce temps pour développer des modèles. Quand vous allez au fil du temps toujours faire les mêmes matières, aborder toujours les mêmes sujets, prenez ce temps où vous n'avez pas de dossier à traiter, pas d'audience, pour commencer à établir des modèles classiques. Alors, le modèle de base, déjà, c'est la convention d'honoraires, mais tous les actes que vous faites au quotidien,
pour ma part, une session de part sociale, une session de fonds de commerce, tout ça, ça peut se faire sous forme de modèle et vous allez gagner un temps fou après, surtout si vous faites de la facturation au forfait, vous reprenez votre modèle et vous appliquez. C'est à mettre à profit en fait au début de l'ouverture de votre cabinet où vous avez des moments où vous dites ouais bah effectivement cet après-midi j'ai pas besoin de travailler. Ben en fait c'est là qu'on va gagner du temps sur l'avenir et je pense que ça peut être rébarbatif et un peu chiant au début, mais c'est tellement plus simple après que le gain de temps est énorme. Et encore une fois, on rebondit sur la facturation, ça va vous faire gagner en productivité et du coup en facturation. Très Tout à clair. Et fait. du coup, vous appuyez sur des outils en particulier pour automatiser cette facturation? Comment vous gérez les choses? Pour notre part, comme on a pas mal de sociétés, on fonctionne pas mal pour les sociétés au taux horaire. Et bon, j'avoue que sur ce point-là, Cécile, c'est une pépite. On l'a même sur le téléphone. Donc, quand je suis en déplacement, j'active mon taux horaire, l'application qui me permet de compter le temps de déplacement et tout ça. Et c'est tout de suite fait. La facture est mise à la fin du mois. Enfin, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Donc, Bon, bah, super. je ne pourrais pas faire autrement dans la gestion du cabinet. Ça permet même de voir, parce que sur l'intranet de Cécile, on arrive à voir quand il y a des temps qui sont facturés, mais on a oublié de faire la facture. Enfin, c'est un suivi qui est un gain de temps et du coup, une meilleure facturation, parce que mine de rien, un appel de 5 minutes par-ci, un appel de 5 minutes par-là, quand vous êtes deux, pour l'instant on n'est que deux, mais quand vous multipliez sur l'année à 200 € de l'heure, ça fait un certain chiffre quand même. Donc, Oui, c'est d'accord. clair qu'au début, ça peut paraître pas grand-chose, mais un mail par-ci, un mail par-là, quand vous êtes au taux horaire, à la fin de l'année, vous calculez, et puis ça vous fait le Chiffre chiffre vite, d'affaires du quoi. mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous, Jessica, vous utilisez des outils en particulier? Alors, moi, j'utilise en effet mon logiciel de gestion de cabinet qui n'est pas Cécile, mais de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on peut intégrer les temps, suivre la facturation. Ensuite, au niveau des outils, il existe également d'autres, ce qu'on appelle Legal Tech. Par exemple, vous avez Legal Pilote, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, je ne fais pas de publicité particulière, le Oui. pluralisme est très important. Mais en fait, c'est de savoir aussi dans chacun de ces domaines en fait, d'activité, on va avoir des besoins différents. Par exemple, cette solution dont je vous parlais, Legal Pilote, permet d'automatiser, par exemple, un modèle en soi et après, de la même manière que la fusion de documents avec Cécile, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même idée, c'est de pouvoir gagner du temps en fait sur la rédaction d'actes qu'on va faire de manière habituelle. Donc, je reviens sur ce que disait Jonathan, il faut arriver à identifier les actes qu'on a le plus besoin le plus souvent et les besoins en particulier. Sur le développement aussi, je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir également à d'autres solutions. Je vous donne la solution par exemple d'Alexia, mais il y a aussi Mon Postulant, il y en a plein véritablement. C'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres outils extérieurs au logiciel de gestion de cabinet qui me permettent éventuellement d'acquérir une acquisition client, donc ce qu'on appelle la prospection. Est-ce que cette prospection elle va fonctionner? Est-ce que ça va marcher également? Et donc, par exemple, moi j'avais testé Alexia, j'en redonne l'expérience dans mon ouvrage, le guide de survie du jeune avocat. Alexia m'a permis en tout début d'activité d'avoir une clientèle que j'aurais pas pu avoir d'une autre manière. Aujourd'hui, Alexia, je ne l'utilise plus du tout, je n'en ai plus besoin, mais ça peut être un moment où on peut l'utiliser. Et dernier point que je voudrais aborder également dans le développement, parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est la publicité. Alors, la publicité, il y en a de différentes formes. Vous avez la publicité sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn par exemple, qui fonctionne assez bien. Et vous avez aussi la publicité qui est réalisée par Google, Google Ads en l'occurrence. Cette publicité, pour l'avoir testée sur Google Ads, ça permet en fait de faire des campagnes, d'ailleurs que je vous conseille, ponctuelles et pas sur une longue durée.
pour une meilleure efficacité, où on va aller en fait acheter certains mots-clés aux enchères, à proprement parler, et ça va nous permettre d'avoir un meilleur référencement. Le référencement pour votre activité peut être aussi un gros apporteur d'affaires pour votre développement aussi de votre cabinet. Et à partir d'un moment aussi, où on va avoir, si je puis dire, trop de dossiers et malheureusement pas assez de temps pour le réfléchir, c'est là où on va vouloir se demander comment je veux finalement véritablement développer l'entreprise. Est-ce que je veux par exemple des collaborateurs et que j'ai la possibilité matérielle de pouvoir le faire au niveau logistique? Est-ce que j'ai le bon cabinet? Est-ce que je vais déménager de cabinet pour avoir d'autres locaux plus grands? Est-ce que au contraire, je veux par exemple faire une association? Moi, je suis dans des locaux où on est plusieurs avocats en entreprise individuelle. Donc, par exemple, je peux avoir le bénéfice du collectif sans pour autant être en association de société. Ou est-ce que je veux rester en 100% individuel et je ne veux pas développer l'entreprise avec des collaborateurs, etc. Et donc, dans ce cas-là, je sais que ma limite, c'est ça. Et me poser cette limite. Et en effet, je rejoins ce que tu dis, Jonathan, à partir du moment où on ne peut pas traiter plus de dossiers que ce qui est matériellement faisable, on renvoie en effet à des confrères, même dans notre propre domaine, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir la possibilité de l'intégrer. Très clair. Merci beaucoup. Jonathan, vous voulez rajouter quelque chose? Non, sur le développement, ça va un peu empiéter sur notre troisième point, sur la Ouais, voilà. communication. Du coup, On on va peut peut-être, entamer la troisième partie de ce webinaire. On sait que la communication pour tout le monde est hyper importante, surtout quand on crée son entreprise, qu'on cherche de la visibilité. Et du coup, ce qui serait intéressant de partager ici, c'est quelle est la place de la communication selon vous pour se faire connaître ou pour aller chercher des clients, et quels sont les médias que vous utilisez et comment vous communiquez, sur quelle fréquence. Enfin voilà, faites votre retour d'expérience sur ce sujet qui est important, qui est la communication. Je sais pas qui veut commencer. Jonathan, peut-être, allez. oui, pas de problème. La communication, c'est un sujet qui est plus que central, je dirais, et c'est là la casquette de chef d'entreprise, en fait. C'est plus la casquette d'avocat. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, pas quand on était en collaboration, mais après coup. Et on s'est dit, ben, pour cibler les clients, parce que c'est ça, si vous voulez faire, en fait, comme disait Jessica, si vous voulez être avocat généraliste, finalement, les clients vont venir. Mais au moment quand vous voulez cibler les clients, quand vous vous dites, bah, j'aimerais bien avoir cette entreprise ou celle-là parce qu'elle pourrait m'intéresser dans la matière dont j'ai envie d'intervenir, il faut pouvoir y aller et aller la chercher. Et donc, la question surtout, c'est comment l'atteindre. Alors, Jessica vous parlera plus tard, enfin tout à l'heure, sur la communication sur les réseaux, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Il y a des études qui sortent d'ailleurs, il y a presque, enfin, les chefs d'entreprise, ils sont presque à 90% sur LinkedIn. Donc il y a je sais pas combien de deals qui se font sur LinkedIn tous les jours. Donc c'est déjà très compliqué. Il y a plein de podcasts sur comment utiliser LinkedIn, à quel moment poster, comment écrire, quels mots-clés, quel hashtag. Tout ça, c'est vachement important parce que l'algorithme de LinkedIn, il est très précis sur ça. Donc ça, c'est des choses à écouter. Il y a pas mal de podcasts intéressants. Et puis après, alors nous, on est en train de développer notre site internet. On n'a pas encore terminé, mais les articles de blog, ça montre aussi votre savoir et les gens cherchent à travers Google. Mais l'autre point que moi, je voudrais plus particulièrement développer sur la communication, c'est plutôt la communication, on va dire, de la vieille école, c'est le direct. Les soirées, vous allez faire des soirées, des événements d'entrepreneurs, des déj professionnels. Ça prend un temps énorme. Cette semaine, j'ai fait 4 soirées sur les 5 jours. Je suis à 4 soirées, mais en fait, vous rencontrez du monde et c'est comme ça que vous commencez aussi à créer du lien. On est quand même des prestataires de services avant tout. Donc, on va vendre un service et il faut qu'on sache se vendre devant le client qu'on va avoir ou le potentiel client. Et donc, en ciblant les entreprises ou les personnes que vous voulez intervenir, vous allez vous dire comment je vais pouvoir les atteindre, ces potentiels clients. Et c'est en réfléchissant comment les atteindre, vous allez vous dire, OK, alors je connais peut-être quelqu'un qui pourrait connaître cette personne, il faut que j'aille à sa soirée et du coup, il va pouvoir me présenter. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, vous allez tisser votre toile. Et rien qu'en 6 mois, 1 an de réseau, vous rencontrez souvent les mêmes personnes à des soirées différentes et vous lui dites, vous avez vu cette personne. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, au fil du temps, aller vers les clients que vous voulez récupérer. Et donc, pour moi, la relation humaine, elle reste fondamentale, même dans le réseautage, même si la communication par Internet, elle est primordiale et
l'une ne va pas sans l'autre, en fait. Pour moi, c'est vraiment, il y a le réseau en lui-même et le réseau humain. Jessica? Alors, concernant la partie communication, à mon sens, il y a deux parties, sous-parties dans cette communication sur les réseaux sociaux avec un grand R et un grand S. Ce qu'on appelle les RS. Il y a la question déjà de la présence sur Internet, parce qu'avant de parler sur les réseaux sociaux, il faut expliquer que c'est aujourd'hui, c'est absolument indispensable d'avoir à minima soit une fiche Google Business qui est gratuite, qui est facile à mettre en place et qui vous permet d'avoir un référencement gratuit et une visibilité. À minima, vraiment c'est le minimum du minimum. Il y a certains confrères qui ne veulent pas avoir de fiche Google Business parce que notamment on peut vous noter dessus, comme TripAdvisor, et ça sera la question de la e-réputation. Mais je la délaye pour l'instant. Mais à mon avis, c'est un minima. Ou ce qu'on appelle un site vitrine. C'est un site extrêmement simple, sans froufrou, si vous me permettez l'expression, sans besoin vraiment aussi de capacités techniques développées, sans forcément prendre un prestataire pour réaliser ce site. Après, tout dépend du budget qu'on va investir à l'intérieur et du temps qu'on veut y consacrer, c'est toujours la question. Mais vous avez ce qu'on appelle des CRM qui vont vous permettre, comme Wix ou comme Squareplay, je crois que ça c'est, ouais, il me semble. Moi par exemple, je suis sur Webador, qui vont vous permettre très très facilement au moins de faire une page d'un site. Et sur cette page, il y a tout. Il y a qui vous êtes, ce que vous proposez, comment vous contacter et la question des honoraires également qui est obligatoire sur un site internet. Sur une page, vous pouvez absolument avoir ça et ça permet au moins aux clients de pouvoir savoir qui vous êtes et de vous contacter au besoin. Mais également aussi aux confrères qui cherchent des postulants à pouvoir vous contacter pour vous proposer de la postulation. La plupart du temps, lorsque je cherche à contacter un confrère pour, par exemple, lui dire que j'interviens dans l'intérêt de X ou de Y ou à envoyer des documents, bien souvent, j'ai des difficultés à trouver ne serait-ce que son adresse mail. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de 100% pratique. Si moi j'ai des difficultés à trouver un autre confrère, dites-vous que le client, il ne va pas chercher midi à 14h. On va lui dire, tiens, prends cet avocat, il est super bien, n'hésite pas à le contacter, il est top. Il va vouloir vous chercher, il ne trouve pas votre numéro de téléphone ou alors vous ne répondez pas parce qu'on le sait, la plupart du temps, on a beaucoup de difficultés à pouvoir être 100% joignable H24 au téléphone. Donc, du coup, il va se dire, c'est pas grave, je vais lui envoyer un mail. S'il ne trouve pas votre email et qu'il n'arrive pas à vous avoir au téléphone, dites-vous qu'il va aller chercher un autre avocat parce que son besoin, il est urgent et il ne va pas vous attendre. Voilà. Ensuite, la question de la réputation en quelques secondes, c'est très important parce que le client a besoin d'être rassuré aussi. Il est dans un monde où la plupart du temps, il va regarder les avis. On regarde les avis sur la Fnac, sur Amazon, sur son médecin et aussi sur son avocat. Donc, s'il voit notamment qu'il y a des avis positifs, même 3, 4 ou 5 avis, il va se dire « Ah, c'est bon, je peux y aller, je préfère un avocat où il y a des avis plutôt qu'un avocat où il n'y a pas d'avis, à part s'il a été recommandé par quelqu'un d'autre. » Mais vous voyez que la question de la recommandation, elle est importante, que ce soit des avis ou du bouche à bouche. Dernier point, la question des réseaux sociaux. Il faut aller chercher les réseaux sociaux qui sont en lien avec votre persona, c'est-à-dire votre client. Et donc, on revient sur l'étape numéro 1 qui était l'anticipation. Il y a des confrères qui sont extrêmement talentueux qui arrivent, par exemple, à investir des plateformes comme Snapchat ou TikTok, par exemple, et qui vont aller créer des fois des formes de niche. J'avais vu une consoeur qui, par exemple, s'était développée sur le droit animalier et qui avait véritablement créé des TikTok extrêmement percutants et qui permettaient de développer sa clientèle. Tout le monde n'est pas fait pour les réseaux sociaux. Personnellement, je n'aime pas trop les réseaux sociaux, donc je me suis dit lequel, à minima, je veux être présent à titre professionnel, mais ça sera LinkedIn et ça sera par rapport à mon activité vraiment avocat et notamment de communication. Chaque réseau social
a ses règles de poste, ses règles de régularité, ses règles de contenu, d'hashtag, etc. Il faut aller se renseigner pour pouvoir être percutant sur le réseau social. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, il faut poster tous les jours. Si vous êtes sur TikTok, il faut poster plusieurs fois par jour. Si vous êtes sur LinkedIn, il faut aller poster sur des heures de boulot. Voilà, c'est vraiment des règles à minima à investir. Cette notoriété virtuelle, elle va également pouvoir vous apporter de la clientèle aussi, tout à fait, une certaine forme de notoriété. Vous pourrez être invité, comme le disait Jonathan, à d'autres événements, à des conférences. On va pouvoir voilà, vous reconnaître et ça va être aussi gage de confiance. Tout le monde n'est pas obligé, bien sûr, de faire ça. Ce sont que des pistes de recherche, si je puis dire, recherche et développement pour votre entreprise. Et il faudra aller chercher la piste qui vous correspond à vous. Il n'y a pas de baguette magique, en tout cas. Jonathan, comment vous gérez la communication? Alors, au début, ça prend énormément de temps. Là, on est en pleine relecture du site internet et ça nous prend un temps de dingue, mais c'est primordial. En fait, je partage ce que dit Jessica. Le premier, quand vous cherchez un confrère et que vous le trouvez pas sur internet, sur Google, bah, vous passez à autre chose. On passe tous notre vie actuellement à chercher des avis. Vous partez en vacances. Alors, tu as donné d'autres exemples, Jessica, mais TripAdvisor, les restos que vous choisissez à l'étranger, bah, moi, je me base que sur les avis TripAdvisor. Booking, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec nous. Et donc, il faut bien se dire que malheureusement, on est dans un monde de la concurrence et il va falloir rentrer dans ce wagon et suivre le mouvement. Donc, un site internet, c'est à minima avec une page Google My Business. C'est le minimum du minimum, je veux dire, sans rentrer dans les articles de blog ou la nécessité, mais au moins qu'on ait des éléments sur qui vous êtes, ce que vous faites et où vous contactez. C'est la base. Et les gens, vous le voyez souvent, ils cherchent un avocat, ils écrivent droit pénal Strasbourg, droit pénal Bordeaux, et ça s'arrête là. Donc, tout dépend des cibles, et je partage totalement ce que dit Jessica. Si vous avez des cibles, des particuliers, ils vont peut-être pas aller sur LinkedIn. D'accord? Est-ce que vous avez plus des cibles entrepreneurs qui sont plus à même à être sur LinkedIn? Ben, très bien, allez-y. Mais réfléchissez encore une fois, et je reviens à ce que tu as dit, Jessica. On anticipe, on regarde quelle est sa cible et on regarde comment l'atteindre. Et donc, on choisit le réseau social qui va permettre de l'atteindre et on met tout là-dedans. Et ça nécessite, beaucoup de, comment dire, il faut s'astreindre à pas mal de choses. Alors nous, on se fixe, par exemple, chaque semaine, on se dit, on prend 1 heure dans l'agenda et on le note, comme ça on est bloqué pour rédiger un article. On le poste à ce moment-là, on réfléchit au hashtag, est-ce qu'on met un lien hypertexte ou pas. Enfin, il y a tout un tas de choses à réfléchir. Comment on fait pour faire monter le site internet dans le référencement Google, par exemple, ce genre de choses. C'est beaucoup de règles. Il faut être un peu carré sur ça parce que des fois, on n'a peut-être pas trop envie de rédiger l'article, mais c'est à force de le faire que ça devient des automatismes. Donc voilà, c'est la récurrence qui va faire la remontée. Ça prend beaucoup de temps la renommée sur Internet, donc faut pas baisser les bras, mais à un moment ça viendra. Et c'est vous qui gérez ou vous externalisez la gestion de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, le site web et autres? Parce qu'il y a des sociétés qui existent et qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Ouais, et pour l'instant on gère en direct, mais je vous avouerai qu'on en a déjà discuté pour externaliser les choses parce que ça bouffe Ouais. un temps malade. Alors, pour ceux qui sont C'est un budget, intéressés, en c'est un fait, au budget, sein hein. de Septéo, c'est un budget, mais c'est vrai quand vous regardez le temps passé et la fréquence en fait que ça nécessite pour être visible. Après, si vous n'avez pas ce talent de communicant, parce que c'est quand même un du temps et deux, faut avoir envie et savoir le faire. Du coup, c'est bien de pouvoir se dire que je peux quand même externaliser pour assurer une présence, quoi. Voilà. Tant sur la création du site web que sur la communication sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas votre niveau de validation et de relecture, mais ça vous fait gagner un temps de dingue, quoi. Voilà. Après, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pareil que les outils de gestion. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est de l'investissement pour aller justement chercher des nouveaux clients, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie des petits conseils aussi qu'on pourrait mettre sur la table. C'est pas parce que vous savez pas le faire, vous n'avez pas le temps de le faire, vous ne devez pas le faire. Voilà, en gros, c'est presque ça, quoi. Du coup, pardon, Jessica. En rebondissant là-dessus, je peux donner éventuellement 2 astuces, mais je rejoins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a toujours la question de est-ce que je veux le faire moi-même à moindre coût
mais ça. plus de temps, ou est-ce que je veux gagner du temps à plus de coûts et je le délègue? Et ça, c'est vraiment une question centrale, que ça soit la question du secrétariat, du site internet, de la communication sur les réseaux sociaux. C'est un vrai métier, hein. Être community manager, c'est un métier à À temps 100%. plein. Ouais, à temps plein. Exactement, à temps plein. On peut quand même donner deux petites astuces. La première, c'est que si vous voulez le faire vous-même, il faut absolument vous faire des plannings édito, comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire se dire, voilà, sur le mois, quand est-ce que je veux sortir l'article ou les articles, donc quand est-ce qu'il faut qu'il soit terminé, la relecture, etc. et faire ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est absolument important. Vous pouvez aussi décider si vous avez envie, par exemple, comme le batch cooking, de se dire, mais tiens, je vais écrire 10 articles là sur cette semaine, c'est ma semaine de vacances, et par contre, je vais programmer la diffusion à des heures avec notamment les réseaux sociaux qui permettent en fait vraiment de délayer les moments de diffusion à des heures précises. Donc en gros, vous avez tout préparé et ça se fait sans vous, c'est en automatisé. Et ensuite, pour la création des posts, moi, je ne suis, comme je vous l'ai dit, pas très réseau social, donc je ne savais pas faire. Et j'ai un confrère qui m'a donné une astuce qui marche très bien, c'est ChatGPT. ChatGPT vous aide vraiment à créer votre communication. Vous lui dites, aide-moi à faire un post sur LinkedIn qui parle de ci, de ça, avec un lien comme ça, machin, etc. Et il va vous faire un post adapté avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec les règles qu'il connaît de LinkedIn. Vous pouvez après lui dire non, je préfère que tu modifies ça comme ça, ou rajoute tel hashtag ou centre plutôt sur cette question. L'intelligence artificielle pour la création des posts marche très 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 bien. Ouais, je Voilà. confirme, j'utilise aussi Je confirme. j'utilise ça, ouais. Après, ça fait pas tout, mais c'est des petites astuces qui permettent au moins d'occuper un peu de terrain, quoi. Du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Un petit sondage, un dernier petit sondage pour les participants. Alors, voilà, pour tous ceux qui savent que la communication est essentielle, et je pense qu'on va pas revenir sur le sujet. Pour vous, la communication ou communiquer, c'est quoi? C'est premier sujet, bah, c'est ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre quiz. Je pense qu'il y a une petite erreur sur le quiz. C'est assurer sa présence en ligne. C'est avoir son statut d'expert, article de blog, post sur le réseau, lesquels design, ou c'est activer les réseaux personnels. On n'en a pas trop parlé d'ailleurs, l'animation des réseaux d'affaires, collègues, partenaires, clients, donc l'importance de la relation client. Comment vous animez ça aussi chez vous, ça peut être assez intéressant. Voilà. Parler de moi, me faire connaître, communiquer, trouver de nouveaux clients. Enfin voilà, vous avez 3 réponses, donc on vous laisse répondre rapidement là-dessus. Comment vous animez vos réseaux d'ailleurs, Jessica et Jonathan? C'est-à-dire nos réseaux physiques ou nos réseaux sociaux? Réseau physique, justement, en dehors des réseaux sociaux, ça fait partie aussi de la communication. Il y a la communication digitale, bien sûr, mais il y a la communication physique. On sait que les avocats sont pas forcément tout le temps hyper digitalisés, donc ça passe beaucoup par le relationnel. Comment vous y consacrez un temps régulier? Comment vous l'organisez? Est-ce que vous faites l'alliance des réseaux sociaux, des réseaux physiques? À quoi vous participez, par exemple? Le réseau physique et le lien social, c'est l'entretien, le maître mot. Donc, c'est la récurrence, c'est se voir régulièrement. Donc, je suis dans des réseaux, moi, où on se voit une fois toutes les 2 semaines. Donc, la récurrence crée le lien et en fait, la confiance et la qualité, ça permet de montrer la qualité de votre travail. Puis après, il y a les réseaux one shot et vous vous rendez vite compte que aller à un apéro tel et tel, à une ouverture d'une entreprise, vous allez rencontrer les mêmes personnes et c'est toujours la même chose, la récurrence. Le fait de se revoir, de se dire ah bah tiens, j'ai vu un post, t'es intervenu dans ce dossier, t'es intervenu avec cette personne, on m'a parlé de toi. C'est à force de se voir et du coup de proposer un déjeuner, de recommencer, de recommencer et voilà. C'est pour ça que le budget alimentation est très important. Je confirme. Alors, pour ma part, dans mes domaines d'activité, en tout cas pour ceux que j'ai pu développer, il y a pour moi 2 types de réseaux. Donc, je le rappelle, famille et pénal. Notamment sur le pénal, moi je considère qu'un des premiers réseaux, c'est aussi les confrères.
Et donc, du coup, en étant, par exemple, en présence en permanence ou en présence au palais, on permet de réseauter avec les confrères avec qui on pourra éventuellement travailler sur des dossiers à plusieurs en matière pénale. Ou, par exemple, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, Radio Prison, c'est un réseau qui marche bien. Donc, il faut aller en détention, il faut aller en maison d'arrêt. Après, voilà, pour ma part, je n'ai pas de réseau professionnel comme Jonathan. Je n'en ai en tout cas pas actuellement besoin, mais je pense que vraiment c'est au cas par cas sur la nature de son contentieux. Et sur un contentieux d'affaires, ça me paraît évident qu'il faut en effet se déplacer dans des réunions d'affaires. Du coup, j'ai pas vu, voilà, donc on a 17% des gens sur la communication qui considèrent qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc voilà. 25% qui considèrent que c'est important pour parler de soi, se faire connaître, communiquer. Et puis 58% trouver de nouveaux clients. Donc je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, communiquer, c'est aussi l'opportunité de trouver des nouveaux clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans Internet, sans les réseaux sociaux et sans vos réseaux d'affaires, c'est compliqué de se faire identifier. Donc c'est bien d'assurer une présence minimale, minimorum. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous. On a un peu dépassé le timing puisqu'on a fait 1 heure de discussion, mais c'était super intéressant. Moi, ce que je note quand même, c'est que du coup, l'avocat qui exerce une profession libérale se transforme en fait quand il crée son cabinet en chef d'entreprise. Et comme tout chef d'entreprise, en fait, doit pouvoir anticiper les différents pans de la création d'une entreprise, donc le pan financier, le pan humain, le pan organisationnel, services généraux, moyens généraux et autres. Et surtout, il doit gérer effectivement son cash, donc sa trésorerie, et s'assurer que tous les leviers sont bien mis en place pour pouvoir avoir suffisamment de clients et de revenus qui vont venir combler les charges. Donc ça, c'est essentiel. Et puis après, qui dit création d'entreprise dit aussi perspective de développement, croissance, anticipation sur l'avenir de l'entreprise. Et ça passe par un positionnement quand même assez clair. Donc de choisir ses batailles, de choisir effectivement sa cible de clients. Et donc, pour tout ça, en fait, c'est plus d'une vie et c'est plus que 24 heures par jour. Donc, du coup, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les outils digitaux qui s'offrent à nous. Donc, les outils métiers du type Cécile ou autres, mais également l'intelligence artificielle et tout ce que les nouvelles technologies permettent d'automatiser. Alors, nous, on a sorti pas mal de choses aussi via l'intelligence artificielle pour aller encore un cran au-dessus sur la recherche documentaire et sur la simplification des processus. Donc, je vous engage à regarder ce que les technologies et les solutions, les éditions logicielles, les éditeurs de logiciels peuvent vous offrir. Et puis après, c'est de la méthode, de l'organisation, du bon jus de coude et du jus de cervelle, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, en fait, Jessica, qui serait intéressé par votre guide. Donc, si vous nous autorisez à le véhiculer aux gens qui ont participé à ce webinaire, je pense que les gens en seraient vraiment ravis. Je pense que tout le monde essaye de s'appuyer un peu, comme c'est pas dispensé dans vos écoles d'avocats, sur des conseils et des bonnes pratiques que vous pourriez dispenser. Donc ça, c'est super. Après, on a des questions sur la facturation, mais ou d'autres. Là, on a dépassé déjà pas mal le temps imparti. Donc, on reviendra en fait en fonction des différentes questions sur toutes les réponses qu'on pourra apporter à l'issue de ce webinaire. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Merci beaucoup. Merci Jessica, merci Jonathan. C'était très Me intéressant. permettre, Béatrice, avant de terminer, Oui. s'il y a des gens qui souhaitent échanger avec, du coup, avec moi, Jessica, je pense que tu es d'accord. On est disponible sur LinkedIn. Vous pouvez nous écrire directement sur LinkedIn. On Ben trouvera. voilà, c'est Et super. le mot de la fin, peut-être, c'est que effectivement, ça peut faire peur, mais lancez-vous parce que ça vaut le coup. Il y a du travail pour tout le monde, donc vous y arriverez forcément. C'est clair. C'est vrai. Il y a même Bon, il n'y a plus rien à dire alors. Allez-y, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite Merci. un bon week-end anticipé. J'imagine très chargé professionnellement avec beaucoup de choses à faire, mais essayez d'en profiter quand même. Les beaux jours commencent à arriver, donc c'est bien. Voilà. À très vite. Merci à tous et n'hésitez pas à visionner le replay autant de fois que vous le souhaitez ou à contacter Jessica, Jonathan ou Septéo si vous avez besoin de plus d'informations. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.